Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pina, Luc Gras. Dans une lettre envoyée à ses actionnaires, Larry Fink, le patron du fonds d'investissement BlackRock, qui gère quand même la bagatelle de 10 milliards de dollars, estime que le découplage de la Russie de l'économie mondiale après son invasion oblige les gouvernements et les entreprises à réexaminer leur dépendance vis-à-vis des autres pays. L'invasion russe de l'Ukraine a mis fin à la mondialisation que nous avons connue au cours des 3 dernières décennies. Alors on a connu déjà ça au moment de la pandémie, avec les masques qui manquaient, on reparlait de souveraineté, de Made in France. Et puis finalement, en lisant les propos de Larry Fink, est-ce que la fameuse mondialisation heureuse d'Alain Minc ne fait pas désormais partie du passé? D'où notre premier débat. La guerre en Ukraine va-t-elle mettre fin à la mondialisation? Et vous êtes 55% à dire non. Avec nous, Pascal de Lima, économiste, auteur de Capitalisme et technologie, les liaisons dangereuses, publié chez Forbes. Pascal de Lima, bonsoir. Bonsoir Philippe. Larry Fink estime aussi que le nouvel ordre mondial, je le cite, va inciter les entreprises et gouvernements du monde entier à réévaluer leur dépendance et à réanalyser leurs empreintes de fabrication et d'assemblage. On nous a déjà fait le coup il y a 2 ans qu'on allait reconstruire des masques en France. On a reconstruit des masques, mais les hôpitaux continuent à les commander en Chine. Est-ce que finalement, on n'est pas un peu dans une lettre aux actionnaires pour se faire peut-être un peu plaisir ou leur faire un peu plaisir ou un peu peur, je ne sais pas? Vous me posez la question, Philippe? Absolument. Oui, alors c'est... Mais je sais que vous n'êtes pas Larry Fink. Effectivement, bon, il y a... Effectivement, bon, il y a les chaînes d'approvisionnement mondiales, avec la Covid, la Chine et aujourd'hui la crise du gaz et du blé avec la Russie qu'on en pris un coup quand même, ça c'est sûr. Mais bon, c'est surtout vrai pour le blé. Alors c'est vrai aussi que et de la Hongrie à l'Indonésie, aujourd'hui, il y a des pays qui interdisent les exportations de denrées alimentaires pour garantir un approvisionnement chez eux. Et d'un autre côté, vous avez l'Occident qui prend des sanctions contre la Russie, bref, sur les pièces détachées notamment. Mais bon, la réalité, c'est quand même que c'est surtout vrai, on va dire, pour l'agriculture, les produits énergétiques, là où on avait finalement une forte dépendance, notamment sur la question du blé pour l'agriculture. Mais dans les secteurs de pointe, je pense à l'aéronautique, c'est tout à fait impossible. Pour produire un avion, il y a 40 pays qui sont impliqués. On sait que la digitalisation, c'est mondial. Écoutez, moi, je pense qu'on est plutôt, pour conclure, sur une sorte de mondialisation où on continue à l'intérieur de 2 blocs, le bloc des démocraties occidentales et celui de l'Est, ou de certaines dictatures, si vous voulez. Et donc, à l'intérieur de ces 2 blocs géopolitiques, on a un réexamen des dépendances. C'est donc plus une géopolitique de la mondialisation. L'idée serait de privilégier des accords commerciaux entre des pays amis. Et donc, voilà, les démocraties vont commercer avec les démocraties, les dictatures avec les dictatures. Finalement, on aurait 2 sortes de blocs, mais je pense que ce n'est pas tout à fait la fin de la mondialisation. Philippe Bilger. Comme c'est Pascal qui parle, je sais que je vais comprendre. C'est bien. Non, mais Philippe, dans votre introduction, vous avez justement relié le problème de la pandémie à cette destruction des dépendances. J'aurais même pu dire qu'avant, les Gilets jaunes avaient déjà attiré l'attention sur la catastrophe de dépendance qui rendait la France incapable de régler des problèmes brûlants. Mais au fond, même si les tragédies créer des réflexions, il me semble, et c'est une question que je pose à Pascal, est-ce qu'en définitive, elles n'ont pas d'heureux effets qui vont conduire les pays à se retourner vers eux-mêmes pour éradiquer des liens délétères avec d'autres puissances? Macron baptiserait ça repli sur soi. Moi, je dirais retour vers la nation pour qu'elle devienne forte de manière autonome. Est-ce qu'on ne peut pas espérer des effets positifs de ces drames, Pascal ? Oui, sur le terrain politique, sur le terrain de la politique économique aussi, c'est-à-dire au niveau vraiment global, effectivement, on avait déjà des tendances avant ces 2 crises, donc pandémie et guerre en Ukraine. Il y avait le Brexit, il y avait aussi Trump, il y avait aussi la hausse un peu partout des droits de douane. Déjà, ça commençait déjà cette idée de politique économique nouvelle
avec des droits de douane partout, avec des doutes aussi sur le fait qu'on avait dit que la mondialisation allait réduire les inégalités. Et tout le monde commence à prendre conscience de ça. Et surtout, on a dit que la mondialisation allait pacifier le monde, ce qui est effectivement une prise de conscience politique forte. Mais le contre-argumentaire de tout cela, c'est que sur les chaînes économiques, sur le terrain purement business, il y a aujourd'hui des secteurs qui font appel à 40 pays, comme j'ai pris l'exemple de la construction d'un avion, où techniquement, ça va vraiment être difficile, voire quasi impossible pour certains secteurs, de se replier ou de faire du totalement made in, France par exemple. Céline Pina. Alors, je pense que ce qui est vraiment mort, c'est le discours sur la mondialisation heureuse. Ce discours, Alain Minc, voilà, c'est comme Capri, c'est fini. C'est ça, ce discours c'est ça. en fait dans lequel nous avons baigné et qui nous a imprégnés, même quand on luttait contre, malgré tout, tous nos hommes politiques sont porteurs de ce discours-là et de cette vision-là des choses. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ne savent pas où ils vont. On leur a coupé les reins, si je puis dire. Et effectivement, redevenir autonome n'est pas si évident. Pas sûr que ce soit désirable non plus. Pas sûr que nous l'ayons jamais été. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons très peu d'énergie fossile sur notre sol. On a toujours été, y compris le charbon qu'on avait n'était pas un charbon de très bonne qualité. C'est vrai. Donc on a toujours dû aller en chercher ailleurs. Oui, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Voilà. En revanche, là où on peut s'interroger, c'est là où on avait une belle autonomie, là où on avait des capacités de peser et d'être extrait en pointe. On les a cassées. Donc c'est toute la question du nucléaire. C'est pourquoi est-ce qu'on a mis à bas la politique agricole commune alors que l'Europe, à une époque, avait une vraie souveraineté alimentaire. C'est la question de comment est-ce qu'on remet en place des politiques de coopération là où on a stupidement pensé que la main invisible du marché allait tout régler et où on a mis en place des politiques de concurrence qui ont été délétères. Et la deuxième question, c'est celle de la réindustrialisation, car même si on est dans des politiques de coopération, il va bien falloir quand même qu'on produise à nouveau de la richesse. Aujourd'hui, on n'en a pas les moyens. Et enfin, on est quand même en face d'une crise qui est énorme, puisque je rappelle que hier, il y a eu une conférence de presse dans laquelle M. Macron a annoncé à la fois une catastrophe sur le coût de l'énergie, puisqu'on a un baril qui pourrait atteindre très vite les 140, voire aller beaucoup plus loin si on continue là-dedans. Mais il n'y a pas que ça. Il a parlé de famine, notamment en Afrique, de difficultés d'approvisionnement. Et ces difficultés d'approvisionnement, sur la nourriture comme sur certains matériaux, on les a déjà. Donc avec un possible choc économique auquel nous ne sommes absolument pas préparés. Donc avant, j'allais dire, la réindustrialisation, on va devoir peut-être passer par un temps de souffrance réelle. Pascal de Lima. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on avait bien commencé ces politiques de coopération dans les années 80, 90. Il y avait un principe très simple économique qui est de non pas faire de la concurrence à tout va, de la baisse des coûts à tout va, où nous sommes exposés à l'échelle monde au bas coût, avec souvent dans des pays des modèles sociaux très différents. Au contraire, on avait ce principe de coopération qui était d'identifier par pays des avantages comparatifs. Le nucléaire pour la France, évidemment, l'ingénierie et des pièces détachées pour l'Allemagne en particulier. Évidemment, le secteur automobile est le plus connu, mais il n'y a pas que ça. Et tout cela constituait des avantages comparatifs au sein de l'Europe sur laquelle était basée notre coopération internationale. Aujourd'hui, on a brisé un tout petit peu ces bons principes économiques d'université et qui fonctionnaient opérationnellement assez bien finalement, pour aller vers une concurrence générale où finalement l'Allemagne est en concurrence sur les mêmes filières avec la France, sur des appels d'offres qui d'ailleurs sont à l'échelle parfois monde et où la Chine même peut gagner certains marchés. Oui. Donc, on se retrouve complètement dans une situation absurde vers le bas coût, avec des niveaux de vie pourtant très différents, mais tout cela est effectivement dangereux. Donc la réindustrialisation, elle passerait par un petit recul en arrière peut-être historique, sans vouloir choquer personne, ce qui est très difficile parfois de juste de dire qu'il faut un tout petit peu peut-être reculer un peu et repartir sur des fondements davantage comparatifs, pas uniquement de baisse des coûts, mais aussi de nos richesses, de ce qui nous a permis d'être meilleurs en relation
à nos voisins et de permettre de créer de la valeur de cette façon-là. Mais bien sûr, ça va prendre du temps et ça va être douloureux parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une croissance à 3 à 4% sur 10 ans. On a une petite récupération liée à les périodes post-pandémiques. Ça y est, les prévisions rebaissent un petit peu avec cette guerre. On ne sera peut-être pas en récession, je ne pense pas, mais il nous faut aussi des niveaux de croissance élevés. Mais c'est possible que si on dit, voilà, vous êtes fort là-dessus, vous êtes fort là-dessus, laissez tomber ça, laissez à votre voisin cette production-là, et c'est comme ça qu'on peut arriver à créer des richesses. Enfin, je crois que c'était la théorie de David Ricardo en économie. Complètement, le portugais et les draps anglais. Absolument, vieux Quelle souvenir. culture, Philippe, quelle culture! La théorie des avantages comparatifs. Absolument. Il a très bien fonctionné. Voilà, en fait, 55% des auditeurs, si j'ai bien compris, disent que 54,4. 54,4, donc c'est quand même relativement partagé, disent que ça va pas remettre en cause la mondialisation. Je crois qu'il y a deux approches à avoir. D'un point de vue économique, l'argent n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas de frontières, donc toutes ces dynamiques économiques vont continuer. Sur le plan géostratégique, sur le plan géopolitique, par contre, les choses évidemment vont changer. À partir de là, on a des choix qui sont faits, qui sont aujourd'hui en train de construire, on le voit bien, non plus une mondialisation, mais un duopole. D'un côté, les pays qui sont un peu autocratiques, de l'autre côté... Avec les BRICS. Avec les BRICS. De l'autre, c'est vrai. Il y a l'Inde, notamment le Brésil. On pourrait dire d'un côté les BRICS, de l'autre côté... Vous cassez pas des BRICS. De l'autre côté, les démocraties dites libérales. Oui, c'est ça. Quel est le risque de tout ça? C'est qu'on avance de plus en plus par des volontés politiques géostratégiques à deux mondes sur une même terre. Voilà, on aurait deux mondes qui seraient un petit peu en autonomie les uns aux autres. Peut-on vivre côte à côte sur une même terre avec deux mondes si différents? Je pose la question. Eh ben, question à Pascal de Lima. Voilà. À mon avis, ça va être deux mondes séparés avec le pouvoir de l'énergie d'un côté et des matières premières, le pouvoir politique et à la limite le pouvoir coercitif très très fort d'un côté, avec une mainmise sur ces matières premières et ces énergies, et le développement du commerce international sur ce premier bloc autocratique en fait. Voilà. Et puis d'un autre côté, on va avoir des technologies d'ingénierie, des pièces détachées, du capital humain, des compétences, du serviciel principalement, le secteur des services qui va énormément se développer. Alors, bon, est-ce que c'est le secteur des services qui fera une croissance supérieure à l'autobloc? Je ne peux pas le dire pour l'instant, mais il est certain qu'on va passer d'un bloc de compétences, en fait, de services, de compétences managériales et des compétences liées à des blocs plutôt de l'Atlantique, finalement, avec la continuité de ce qu'on a vécu un petit peu. Et puis de l'autre côté, on va avoir nos intrants, finalement, et malheureusement, il va bien falloir qu'on trouve des solutions alternatives avec... peut-être un tierce bloc qui ne se serait pas encore décidé, mais qui détiendrait des matières premières. Je pense au Qatar pour le gaz. Voilà, l'Algérie, le gaz, les pays du Maghreb qui devront se positionner par rapport à ça. C'est à peu près ça que je verrais pour ce nouveau monde. Céline Pina. Et on a vu que la BCE a donné ses estimations, et elles sont quand même assez inquiétantes sur l'économie européenne, puisqu'elle parle d'une perte de PIB pour l'année 2022 de 3,7%, et elles annoncent une inflation à hauteur de 5,1%. Et ça se poursuivrait au moins jusqu'en 2024. Est-ce que ce choc ne risque-t-il pas d'être terrible, surtout dans une Union européenne qui est politiquement assez faible? Pascal de Lima. Oui, absolument, parce que c'est vrai qu'on a des prévisions à moins 1% la semaine dernière. La guerre continue, on est maintenant à 3% de moins. D'autres estimations parlent à 3,5% de moins par rapport à ce qui avait été prévu, qui était déjà 3-4% sur 2022. C'est bien sûr pas bon. C'est pas bon pour trois choses. D'abord parce que ça ralentit la consommation qui représente une majorité des produits intérieurs bruts des pays, parce que ça ralentit les investissements. Les investissements, c'est l'attractivité d'un pays qui permet d'être
alimenté par ces investissements aussi. Donc, ça développe l'emploi et puis le commerce extérieur. On sait aujourd'hui, d'ailleurs, dans la démondialisation, il y a un des critères qui est le commerce extérieur, justement, et de dire qu'en gros, c'est l'idée que tous les pays commercent un peu avec tout le monde dans la mondialisation. Et ben, ce commerce extérieur ralentit aussi. Et ces prévisions très négatives risquent de créer encore moins de mondialisation, de ralentissement économique. On peut le voir aussi sous ce prisme, si vous voulez. Donc voilà, c'est les trois principaux impacts, à mon avis. Donc il faut vraiment que cette guerre se termine. C'est facile à dire, hein, avec des mots, mais c'est sûr que l'incertitude est aujourd'hui très très forte. D'ailleurs, elle est révélée sur les marchés par beaucoup de détention en or, puisque l'or explose. Oui. Et le fait que l'or explose relate justement de cette valeur refuge, d'une grande incertitude, à la fois sur la consommation, les investissements et le commerce extérieur. Luc Gras. Oui, ce qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, l'initiative de Poutine en Ukraine est en train d'accélérer un basculement annoncé de l'équilibre de l'économie mondiale de l'Atlantique, en gros, vers le Pacifique. Et ça, c'est assez intéressant. Et d'où l'enjeu très important qui est le choix de la Chine. Quel va être le choix de la Chine? La Chine, si elle est dans une perspective géostratégique, elle peut avoir intérêt à faire une alliance avec la Russie. On le sait, plus grand pays du monde en superficie. Et surtout en capacité d'avoir les matières premières russes sans qu'on puisse les lui couper, sauf à attaquer la Chine, la Russie ou les deux. Exactement. Et de l'autre côté, la Chine avec la première population mondiale. Donc on voit qu'il y a un intérêt économique et géostratégique. D'un autre côté, tout n'est pas si simple, car la Chine repose sur une philosophie, le taoïsme, etc., qui sont des philosophies très attachées finalement au territoire, et finalement ils sont très attachés au long terme et très attachés également à la souveraineté. Et donc dans cette perspective-là, tout ce qui vient diviser le monde, ça n'intéresse pas tellement les Chinois. Les Chinois ont besoin finalement d'une grande paix mondiale pour pouvoir continuer à développer leur stratégie long terme. Donc le rôle de la Chine est absolument crucial, et probablement on nous avait annoncé la Chine première puissance économique mondiale en 2025-2030. On est dans les temps, mais probablement que l'initiative de Poutine va accélérer les événements. Pascal de Lima, je remets une petite cuillère, pas une louche, sur ce qu'a dit Luc Gras. Moi, ce qui m'avait marqué la première fois où je suis allé en Asie, et j'y suis allé beaucoup de fois, c'est que sur les maps mondes, le centre du monde, c'est le Pacifique, alors qu'en Europe, le centre du monde, c'est l'Atlantique. Est-ce que quelque part, comme le disait Luc Gras, c'était également une remarque de Céline Pina, l'Europe n'est pas devenue ce qu'on appelle la zone de rupture? Ah oui, tout à fait, la zone de rupture, bien sûr. Bien sûr, et il y a aussi les réunions du G7, une récente réunion du G7 qui a eu lieu également avec comme thème principal la puissance du Pacifique. Et c'est vrai que c'est une destination économique extrêmement importante aujourd'hui, avec une puissance de feu sur le terrain économique et aussi d'arbitrage. Ça, c'est clair. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que sur les pays asiatiques, aujourd'hui, la Chine, c'est quand même 700 millions de personnes qui vivent dans des situations de précarité absolue, voire limite famine, si vous voulez. La Chine a absolument besoin d'exporter vers les pays européens. Donc Pacifique, oui. Attention à la Chine quand même, parce que je pense effectivement aussi que la Chine a besoin de l'Occident pour ses débouchés, ses exportations. La Russie étant un nain de jardin avec un PIB entre l'Italie et l'Espagne pour 140 millions d'habitants. Donc, si vous voulez, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi, ces deux poids, deux mesures en matière de géopolitique et d'influence. Merci beaucoup Pascal de Lima, économiste, auteur de Capitalisme et technologie, les liaisons dangereuses, publié chez Forbes. Verdict sur Twitter, la guerre en Ukraine va-t-elle mettre fin à la mondialisation? Vous êtes 53,7% à dire non. Vous êtes prêts pour le quiz présidentiel de la semaine, les vraies voix? Allez-y. Eh bien c'est tout de suite.